Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ce matin. Alors nous démarrons aujourd'hui notre 22e Delville Academy. Alors Delville Management en quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes 65 collaborateurs et nous sommes présents à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Munich et Milan. La Delville Academy, ce sont des spécialistes qui viennent partager leurs expertises auprès de vous. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Anna-Christina Chavez, membre historique du Club Delville. Donc Anna-Christina est associée en charge du département social du cabinet anglo-saxon Adelcho Godard, qu'elle a rejoint en 2024. Anna Christina va nous parler de restructuration et de cession d'entreprise, les atouts et les contraintes sociales du carve-out. Donc pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&A en haut de votre écran et nous y répondrons à la fin. Anna Christina, je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup Delphine et bonjour à tous. Et merci pour cette introduction, effectivement, et ce rappel du partenariat historique avec Delville, dont je suis absolument ravie. Donc aujourd'hui, le sujet est effectivement un sujet majeur puisqu'il s'agit du carve-out et on va essayer de faire un focus sur les aspects sociaux de ce carve-out après une présentation malgré tout générale pour qu'on revienne bien sur le contexte dans lequel interviennent ces opérations. Voilà, donc je vous présente un petit peu les thèmes qui seront abordés. Donc, d'abord, on précisera ce qu'est le carve-out, on reviendra sur son périmètre, son impact social, quelques aspects juridiques quand même qui sont importants, puisque vous verrez que les conséquences sociales diffèrent également en fonction de l'opération juridique, et en tout cas du contexte juridique dans lequel on a décidé de s'inscrire. Ensuite, nous verrons un point central qui est en droit social, la question qui se pose de savoir si le carve-out peut être une véritable alternative au licenciement économique. Ça, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, c'est quand même un point essentiel, en tout cas important. On reviendra ensuite sur les spécificités du carve-out. On fera un petit focus timing. Si on a le temps, parce que j'ai conscience que cette présentation est assez complète, on reviendra un peu sur les intérêts antagonistes où je vous présenterai les perspectives selon qu'on est vendeur ou acheteur. Enfin, on abordera de manière plus détaillée le transfert volontaire, puisque vous savez que quand il ne veut pas y avoir de transfert automatique des contrats de travail, il y a l'alternative du transfert volontaire. Et enfin, l'équipe, bien évidemment, qui intègre un manager de transition. Voilà, donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va, alors très sommairement, revoir ce qu'est un carve-out. Donc, un carve-out, c'est en français l'expression détourage qui concerne, qui définit un transfert d'une branche d'activité ou d'une classe d'actifs. Donc, ça peut être soit des titres de société, soit de l'actif du type machine, équipement ou d'autres droits d'actifs non personnels tels que les droits de propriété intellectuelle. Les motivations du carve-out peuvent être diverses, donc comme je vous le disais, soit la volonté de céder des actifs qui sont devenus accessoires ou moins stratégiques parce qu'on a envie de se recentrer sur son cœur de métier, soit de mettre fin à une source de pertes récurrente, d'où la question que je poserai un petit peu plus tard sur l'alternative au PSE. Mais ça peut être aussi une cession contrainte par une autorité de la concurrence dans le cadre d'une opération de concentration. Voilà. Les modalités de mise en œuvre, ça c'est ce dont je vous parlerai un petit peu plus tard sur les modalités juridiques. On a soit l'apport-cession, qui est ce que l'on appelle communément le share deal, soit une cession de fonds de commerce, ce que l'on appelle plus communément également l'asset deal. Voilà. Alors, sur la détermination du périmètre, qui reste quand même un point important, puisque vous l'aurez compris, le carve-out, c'est une opération de M&A, mais c'est une opération de M&A un peu spécifique, dans le sens où on n'a pas, à date, au moment où on veut racheter, on n'a pas une entreprise bien spécifique qui existe depuis plusieurs années. Donc, ça requiert un peu plus de difficulté dans la séparation, qu'elle soit opérationnelle, juridique et ou financière. D'abord, au niveau opérationnel, donc il faut se poser la question, quand on est une entreprise qui a plusieurs activités, des actifs
et des équipements qui sont nécessaires à la continuation ou à la reprise et à la continuation de l'activité qui est transférée. Il faut vraiment qu'on la détourne, qu'on essaie de trouver les limites autour de celle-ci et qu'on comprenne tout ce qui est nécessaire à cette activité pour pouvoir se poursuivre. On a aussi un sujet en général très important en termes d'IT, puisque c'est vraiment important d'anticiper la migration IT. Un des gros sujets également opérationnels concerne l'immobilier, puisque la question se pose de savoir si on va rester dans les locaux ou bien si l'activité est cédée sans locaux, et auquel cas où est-ce qu'on récupère cette activité qui va être cédée. Donc ça, c'est tous les aspects vraiment opérationnels de cette séparation à opérer au niveau opérationnel. Au niveau juridique, on a évidemment les contrats, donc les contrats commerciaux, fournisseurs, clients, marques, brevets, nom de domaine, crédit. Il faut vraiment savoir quels sont les contrats qui vont permettre à cette activité que l'on va céder de continuer. Sur les services, on a également les mêmes questions qui se posent, sur tous les services partagés, que ce soit la RH, la paye, la comptabilité. Bien évidemment, la question que l'on va creuser ensemble là ce matin, celle des salariés. Quels sont les salariés qui sont affectés, non affectés? Est-ce qu'ils sont affectés totalement? Est-ce qu'ils sont affectés partiellement à l'activité qui sera cédée? Tout ça, ce sont des sujets vraiment fondamentaux et des questions qu'il faut absolument anticiper pour être sûr d'avoir bien détouré l'activité qui va être cédée. La même chose, bien évidemment, sur les autorisations, les licences et certifications réglementaires. Est-ce qu'elles sont transférables ou pas? Est-ce qu'il y a des délais à anticiper? Est-ce qu'il y a des formalités à effectuer? Voilà sur la partie vraiment purement juridique. Et enfin, on a toute la difficulté liée à la séparation financière, parce que bien évidemment, on n'a pas de compte isolé, de compte spécifique sur cette activité. Donc, il va falloir établir des comptes, un business plan pro forma de cette activité qui est cédée et identifier les besoins propres en termes de financement de cette activité, ce qu'on appelle le cash pooling. Voilà. Alors maintenant, si on essaie de se concentrer donc sur cette première, sur ce sujet premier qui est le nôtre en tout cas, qui est celui de l'impact social du carve-out. Alors, comme vous le savez, sans doute, il faut bien distinguer entre, d'une part, le statut individuel, donc les contrats de travail des salariés concernés, qui sont dédiés à cette activité, et ce qu'il se passe sur la partie statut collectif. Alors, sur la partie contrat de travail, on a, vous le savez, un article 1224-1, qui était l'ancien L122-12 du Code du travail, qui nous impose normalement, lorsque les conditions de ce transfert sont bien remplies, et on verra plus tard quelles sont ces conditions, eh bien, quand elles sont remplies, ces conditions, il y a un effet automatique qui se produit sur les contrats de travail. Les contrats de travail des salariés qui sont dédiés à cette activité qui est cédée à un autre doivent, par principe de précaution bien évidemment et de protection du contrat de travail, ces contrats doivent être transférés à l'acquéreur. Voilà. Que ce soit un share deal ou un asset deal, dans les deux cas, les contrats de travail sont transférés. Reste la question, si les conditions bien sûr sont remplies, reste la question de la manière dont on cède ces contrats de travail. Eh bien, on va les céder en l'état, donc avec toutes les clauses qui sont dans ce contrat de travail, avec l'ancienneté. Il faudra sans doute également régler les sujets de RTT, congés payés, puisqu'en général, on préfère céder aussi les provisions qui sont attachées aux droits acquis à l'instant du transfert. Voilà. Et on se posera aussi la question des salariés qui sont partagés, puisque il peut arriver que dans une entreprise, le salarié soit partiellement dédié à l'activité qui, elle, va être cédée et partiellement dédié à l'activité qui va rester chez le cédant. Et dans ce cas, eh bien, pendant très longtemps, on avait une jurisprudence qui était plutôt favorable et qui nous permettait de déterminer l'activité principale du salarié en question et d'imposer le transfert vers celui
entre le cédant et le cessionnaire, celui qui allait reprendre l'activité principale du salarié. Désormais, depuis 2 ans maintenant, une jurisprudence est revenue sur cette possibilité de céder totalement le contrat de travail du salarié qui est principalement affecté à l'activité. Et désormais, on doit faire un partage à égalité, c'est-à-dire définir le pourcentage de contrats affectés au repreneur et garder le différentiel chez le cédant. Ce qui, vous imaginez, peut parfois poser certaines questions, notamment quand il s'agit de concurrents, parce que ça peut arriver. Voilà, donc voilà toutes ces questions vraiment liées au statut individuel et au devenir du contrat de travail. Bien évidemment, une fois qu'on a réglé ce point, il sera possible, si le salarié refuse, eh bien, dans certains cas, potentiellement de le licencier, mais après la cession. Alors, sur la partie donc statut collectif, vous voyez, je l'ai mis en miroir, mais là, ce qui est intéressant, c'est que sur la partie statut collectif, la conséquence est totalement contraire. C'est-à-dire que sur la partie contrat de travail, on impose le transfert des contrats de travail de manière obligatoire. Sur la partie statut collectif, là, en revanche, il va y avoir une mise en cause des accords, quels qu'ils soient, donc que ce soit les accords d'entreprise, potentiellement également la convention collective, parce que quand on reprend une activité accessoire d'un groupe, il est possible, enfin d'une société qui avait plusieurs activités, il est possible que la société appliquait alors une convention collective de son activité principale, mais que cette activité accessoire, une fois transférée, eh bien, soit reprise par une société qui, elle, se focalise sur cette activité accessoire, et donc la convention collective peut être différente. Eh bien, dans ce cas, il y a une dénonciation automatique avec une survie temporaire de ces accords pendant une durée de 15 mois, puisque c'est 3 mois de préavis plus 12 mois de période de survie. Donc ça, il faut vraiment anticiper dès avant le carve-out et être en mesure de faire une comparaison des statuts, des statuts des salariés qui sont des salariés repris, et une comparaison avec les salariés de sa propre société pour savoir quelles seront les potentielles harmonisations nécessaires des statuts et qu'on soit capable d'anticiper les coûts qui sont liés à cette harmonisation des statuts. Sachant que et notamment dans un asset deal, lorsque vous faites une harmonisation des statuts parce que vous récupérez du personnel dans une entité qui existe déjà, la tentation est grande, non seulement pour ceux qui rejoignent la structure de vouloir garder leur statut, mais aussi pour ceux qui étaient déjà dans la structure d'accueil, de vouloir élargir et peut-être prendre le meilleur des deux mondes, y compris de ce monde qui nous rejoint. Voilà. Un point spécifique aussi sur ces aspects de statut collectif et à garder bien en tête, contrairement aux accords, donc accords d'entreprise, convention collective, tout ce qui va concerner les usages et les engagements unilatéraux, ceux-là ne sont pas dénoncés. Donc, ça signifie que dans le cadre du transfert, les usages et les engagements unilatéraux sont eux aussi transférés automatiquement. Donc, si vous souhaitez mettre fin à ces usages et à ces engagements, il ne faudra pas oublier de les dénoncer selon les procédures légales, c'est-à-dire information, consultation du CSE, respect d'un préavis suffisant et information ensuite individuelle de chacun des salariés pour leur dire, voilà, à partir de maintenant, dans 3 mois, cet usage n'aura plus lieu de s'appliquer. On a aussi à anticiper, alors ça en général, c'est bien un régime spécifique aussi qui est prévu par le Code du travail, mais qui est somme toute assez simple sur la participation et l'intéressement, puisque généralement, les salariés qui rejoignent une autre structure, leurs accords de participation et d'intéressement du cédant ne peuvent plus continuer à s'appliquer, donc ils s'arrêtent d'autorité et on commence à appliquer les accords qui sont en vigueur chez le cessionnaire. Voilà. Impact sur les mandats des représentants du personnel. Là aussi,
Un point d'attention, généralement, il faudra veiller à ce que, enfin, généralement, dans la plupart des carve-out, il n'y a plus vraiment de possibilité pour ces représentants du personnel de rester en soi une instance du personnel. C'est-à-dire qu'ils vont perdre, bien qu'il y ait une entité économique autonome, ils vont perdre leur qualité de représentant du personnel au CSE, puisque ce CSE devra s'intégrer au nouveau CSE généralement. Il n'empêche que ces salariés vont garder leur statut de salarié protégé. Voilà. Et bien évidemment, un point déterminant, l'information consultation préalable des CSE des deux sociétés, avec un point fondamental, parce que un des ingrédients de la réussite de ces carve-out, c'est la confidentialité. Donc il faudra vraiment faire très attention à cela et faire en sorte que l'opération se passe dans un temps assez contraint, parce que plus l'opération est longue, plus les risques de fuite sont longs, plus les risques également de remise en cause de la valeur de cette entité peut être remise en cause, et ça risque de créer de la déperdition de valeur dans le cadre du business. Voilà. Donc, je vous le disais, pour que le transfert automatique des contrats se réalise, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies, celles qui sont posées par l'article 1224-1 du Code du travail, à savoir une entité économique autonome. Donc, c'est que chaque activité ou département concerné par le transfert doit constituer ce que l'on appelle une entité économique autonome. Et donc, qu'est-ce qu'une entité économique autonome? Eh bien, c'est une entité qui a une finalité économique propre. Donc, c'est une entité qui va être distincte et détachable. Et au-delà de distincte et détachable, c'est une entité qui a une autonomie d'organisation. Donc, des moyens propres, du personnel propre. Donc, des salariés qui sont affectés au département. Alors, ils ont une autonomie fonctionnelle et le pouvoir d'organiser de manière indépendante la poursuite de l'activité. Voilà. Ça, c'est la première condition. Et cette première condition, elle se vérifie chez le cédant. Deuxième condition, qui, elle, va se vérifier plutôt chez le cessionnaire, c'est qu'il faut que cette activité se poursuive après le transfert. Donc, l'entité économique qui est reprise doit conserver son identité, la même activité se poursuivant chez le repreneur avec les mêmes moyens. Donc, vous voyez que en jouant, enfin en tout cas, en qualifiant de manière, vous comprenez la liberté qu'il peut y avoir dans la qualification à la fois de l'entité économique autonome au point de départ chez le cessionnaire et plus encore chez le cédant. Parce que si on prend une activité industrielle, par exemple, il suffit que cette activité industrielle soit complètement démantelée à l'intérieur de l'activité plus globale industrielle du cessionnaire pour que finalement, on n'ait plus d'entité économique autonome, puisque la deuxième condition, elle, ne va pas se vérifier. Et si la deuxième condition ne se vérifie pas, alors on ne peut pas imposer le transfert des contrats de travail. Il y a un point peut-être quand même qui est un point intéressant à bien garder en tête sur cette histoire d'article 1224-1, c'est qu'il est finalement issu d'une directive européenne qui impose non pas le transfert obligatoire, mais qui généralement laisse le choix aux salariés. Donc, la directive dit, voilà, lorsqu'il y a un transfert d'activité, les salariés doivent pouvoir choisir entre partir et rester. Et dans beaucoup de pays, en Allemagne par exemple, eh bien, les salariés ne sont pas obligés de suivre l'activité qui est cédée avec leur contrat de travail. En France, on a considéré que c'était plus protecteur des droits du salarié que d'imposer ce transfert des contrats en même temps que le transfert de l'activité. Et c'est toujours dans cette logique de protection des droits, parce qu'on s'est rendu compte que quelquefois, imposer le transfert
pour 100% du contrat de travail, alors même qu'il n'y a que 60% de l'activité qui est transférée, pouvait mettre le salarié à risque dans le futur. C'est dans cette même logique de protection des droits du salarié que finalement on a décidé désormais non plus d'affecter le salarié là où est son activité principale, mais de vraiment faire une distinction très mathématique au pourcentage près. Voilà, c'est 60% d'un côté, 40% de l'autre. Tout ça, c'est vraiment dans un seul but qui est de prévenir, enfin prémunir et prévenir aussi et préserver les intérêts du salarié et son emploi, la stabilité de son emploi. Voilà. Alors, je vais passer assez rapidement sur les aspects juridiques du carve-out, mais là, vous voyez, on a dans une première colonne, donc en bleu, la possession, ce que je vous disais, c'est-à-dire le share deal, où là, finalement, c'est un processus qui va être beaucoup plus organisé en amont par le vendeur. Le vendeur va décider de manière un peu plus autonome des limites, des contours de l'activité qu'il va céder. Et cette activité, il va la céder dans une entreprise, une NewCo. Et c'est cette NewCo que l'acquéreur va pouvoir racheter. Donc pour l'acquéreur, ce sera une opération un peu plus classique de rachat d'entreprise. Il n'empêche que cette entreprise, elle sera nouvellement constituée et que généralement, la constitution de la NewCo et l'opération de rachat des titres de la NewCo se font vraiment dans un mouchoir de poche. Euh, et donc, bien que ce soit beaucoup plus organisé en amont par le vendeur, ça reste une opération en concertation avec l'acquéreur. Sachant que dans ce type d'opération, on y reviendra plus tard, dans ce type de share deal, on a certes quelques désavantages côté acquéreur, en tout cas sur les aspects sociaux, c'est qu'on va reprendre tout le passif en même temps que l'actif. Mais il y a quelques avantages également en termes de fiscalité. Alors ça, c'est pas ma partie, mais c'est généralement aussi un sujet d'importance dans ces opérations de carve-out. Les droits d'enregistrement sont plus intéressants dans ces cadres d'apportation, donc de share deal. L'alternative au share deal, c'est donc la cession de fonds de commerce qui est un asset deal, qui a pour avantage, pour le coup, nous, d'un point de vue euh, plus droit social, de ne transférer que l'actif. Donc, vous n'allez transférer que les éléments dont vous avez besoin pour pour faire, pour poursuivre l'activité. Mais vous allez récupérer les salariés sans tout le passif qui peut être lié à l'entreprise que vous allez racheter, comme dans le cas d'un share deal. Vous récupérez les salariés avec leur contrat de travail, donc avec éventuellement les droits, enfin en tout cas les compteurs RTT, les compteurs congés payés, mais ça reste beaucoup plus simple, en tout cas d'un point de vue reprise de passifs et d'actifs. Là où ça devient plus compliqué, c'est que, alors d'abord, les droits d'enregistrement sont beaucoup plus élevés, ce qui est quand même un argument qui peut plaider en la faveur du share deal plutôt que de l'asset deal. Et surtout pour nous, d'un point de vue droit social, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez des salariés qui vont arriver directement avec leur propre statut collectif, certes leur contrat de travail, mais également leur statut collectif, donc les usages et les engagements unilatéraux qu'il vous faudra surtout ne pas oublier de dénoncer une fois arrivé dans la structure d'accueil. Et vous allez également récupérer tout le statut collectif de manière temporaire. Et il vous faudra, dans le cadre de cette reprise, il vous faudra négocier un accord finalement de sortie, un accord d'harmonisation. Donc il faudra faire de manière très circonstanciée ce tableau comparatif entre les statuts des uns et les statuts des autres pour aboutir à une harmonisation dont l'impact financier sera maîtrisé. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, sans doute l'inconvénient majeur de l'asset deal par rapport au share deal où
les salariés vont être circonscrits, en tout cas ceux qui vont être pris vont être circonscrits dans une NewCo, et qu'on peut se laisser le temps de laisser passer l'harmonisation, laisser passer les 15 mois, avant potentiellement de fusionner les deux structures entre elles. Alors, une question effectivement intéressante qui peut nous occuper, c'est celle de est-ce que le carve-out, parce que c'est plutôt une question, hein, peut représenter une véritable alternative au licenciement économique? Parce que comme on le disait un petit peu plus tôt, finalement, on peut décider de procéder à ce carve-out lorsque soit on a une activité accessoire qui n'est plus très stratégique, soit parce qu'on sent bien qu'une des activités de l'entreprise requiert un peu plus de fonds propres pour la relancer, ou bien on se dit que bah, c'est une activité secondaire et qu'il faudrait un intervenant, enfin un acteur de cette activité-là pour sans doute la reprendre et savoir un peu mieux la, la mettre en œuvre et la faire perdurer. Donc effectivement, quand on est dans cette situation, généralement, donc avant le carve-out, c'est qu'on a des difficultés, on a des difficultés et on se pose la question de, voilà, on sent bien que la compétitivité, la sauvegarde de la compétitivité pourrait être mise à mal si on continue à garder cette activité secondaire. Et donc, bah, soit on va directement au plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, cette branche d'activité, je ne peux pas la garder, je suis obligée de licencier tout le monde parce que si je la garde, alors je mets en péril euh, la pérennité de mon entreprise à terme. Soit je me dis qu'il y a une opportunité pour un acteur euh, du secteur à la reprendre, et sans doute il faudra, en fonction de l'état dans lequel se trouve cette activité-là, sans doute faudra-t-il que je fasse quelques efforts sur le prix. Et il y a effectivement quelquefois des opérations de carve-out qui se font, y compris à des prix négatifs ou à un prix symbolique, avec des retours, enfin des clauses de retour à meilleure fortune et la possibilité après coup, euh, pourquoi pas, de récupérer, dans le cas d'un earn-out, une partie du prix. Mais en tout état de cause, effectivement, la difficulté économique peut être un contexte qui justifie un carve-out plutôt que un plan de licenciement collectif qui s'avère également assez cher, et surtout qui peut aussi entacher la réputation de l'entreprise. Et c'est vrai que ces sujets réputationnels sont également de plus en plus valorisés, et les entreprises y font enfin, ils prêtent une attention particulière. Voilà, donc une activité non stratégique ou structurellement déficitaire peut faire l'objet d'un carve-out qui va éviter aux cédants de mettre en œuvre un licenciement économique. Attention malgré tout, attention à ne pas céder à une facilité qui consisterait, dans le cadre du carve-out, soit à sélectionner de manière un peu trop drastique ou pas assez justement les salariés qui vont être dans les contours de l'activité qui va être cédée. Le risque, effectivement, c'est qu'on cède aux cessionnaires trop de salariés. Donc ça, il faut faire attention quand on est cessionnaire, bien évidemment, mais y compris lorsqu'on est cédant, parce que le risque, c'est que si le détourage n'est pas bien fait et que finalement le carve-out se passe mal, le risque, c'est que les salariés, de manière générale, fassent un recours devant le Conseil de prud'homme, considérant qu'ils n'auraient pas dû être cédés parce qu'il n'y avait pas du tout les conditions requises pour procéder au transfert de leur contrat de travail, et dans ce cas-là, remettre en cause et considérer que les deux, le cédant et le cessionnaire, ont
ont fait enfin, ont eu une collusion frauduleuse et que leur contrat de travail n'aurait pas dû être transférés, mais ils auraient dû être tout simplement licenciés dans le cadre d'un licenciement économique collectif et donc d'un PSE. Voilà, donc vraiment, sur ce sujet d'alternative, est-ce que le carve-out est vraiment une alternative au licenciement économique? Il peut en être une, à condition que l'actif que l'on cède, même si chez nous est un actif, hein, même si chez le cédant, cet actif est un actif en déclin, il faut quand même que ce ne soit pas que une alternative au licenciement et qu'il y ait enfin, en gros, qu'on sente encore le pouls dans cette activité, parce que si réellement il n'y en a pas, la difficulté, c'est que vous allez certes faire une opération, mais qui peut s'avérer un mauvais calcul, puisqu'il peut vous coûter plus cher dans le cas d'un contentieux collectif à venir. Voilà. Alors, sur les spécificités en tant que telles du social du carve-out, donc il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute opération de carve-out, bien évidemment, les conditions préalables en pré-signing, c'est qu'il faut nécessairement une information consultation des deux CSE, de la société des deux sociétés, hein, du cédant et du cessionnaire. L'information consultation, c'est entre 1 mois, voire 2 mois si on demande un expert. En parallèle, pour certaines entreprises qui sont généralement les entreprises concernées par le carve-out, qui sont des entreprises de moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions d'euros, dans celle-ci, il faudra bien veiller également à respecter le formalisme de la loi Hamon, qui consiste à présenter l'opération, enfin à présenter le projet à l'ensemble des salariés, dans le cadre d'une réunion par exemple, et vous assurer qu'aucun de vos salariés n'a vocation à faire une offre. Voilà. Et donc, il faut absolument purger ce délai. Alors, le délai est d'1 mois lorsque vous avez un CSE et 2 mois en l'absence de CSE. Voilà, de CSE de plus de 50, bien évidemment. Donc, dans ce cas-là, il faudra obligatoirement, ce sont des délais maximum. L'opération ne pourra pas avoir lieu tant qu'on n'aura pas purgé ces délais, donc d'infoconsulte, du CSE et de loi Hamon. Néanmoins, bien évidemment, vous pourriez obtenir les réponses des salariés qui vous diraient qu'ils n'ont pas du tout la velléité de se porter candidat à l'acquisition. Et dans ce cas, les délais peuvent être réduits. De même que le délai de consultation du CSE, puisque le délai d'1 mois est un délai maximum. Voilà. Au moment du contrat de cession, donc le signing, une fois qu'on a fait ces conditions préalables d'info-consultation, il y a quand même tout un travail d'audit pour comprendre quels sont les engagements qui me tiennent au titre donc ce que l'on disait ensemble, hein, des accords collectifs, des contrats de travail, la politique également qui est mise en œuvre au niveau salarial, pour comprendre un petit peu comment fonctionne cette société et comment je vais pouvoir la faire fonctionner après chez moi et savoir si chez le cessionnaire, hein, si on est à peu près en phase ou bien s'il y a des choses qu'il faudra revoir. Durant ces périodes, et notamment dans le cadre des infoconsultations avec le CSE, quelquefois, et on en voit de plus en plus, les CSE demandent des engagements spécifiques de non-licenciement parce que justement, c'est une activité qui parfois est un peu bancale. Donc, il est possible que, acceptant le transfert des contrats de travail, les salariés demandent néanmoins la possibilité d'avoir un engagement de ne pas procéder à des licenciements économiques pendant 1 an. 2 ans, ça devient un peu beaucoup, mais on peut avoir des demandes un peu exagérées qu'il faudra sans doute réduire. Voilà. Enfin, sur la période intermédiaire, il y aura sans doute des conditions suspensives aussi à envisager. Et là-dessus, sur les salariés clés notamment, bien les identifier et avoir une attention particulière aussi pour les salariés qui sont les salariés que l'on considère protégés, donc les salariés, les représentants du personnel qui pourraient être également dédiés à l'activité transférée. Ceux-là, vous savez que
Ils ne pourront être transférés qu'une fois obtenue l'autorisation de l'inspection du travail. Donc, pour cela, effectivement, une attention également particulière. Voilà. Alors, là, j'ai fait un point particulier aussi sur le transfert de l'entité économique autonome quand ce transfert a lieu dans une NUCO. Donc là, on est vraiment dans le cadre du share deal. Le fait de procéder par voie d'un transfert dans le cadre d'un share deal, ça vous permet, comme je vous le disais tout à l'heure, d'abord de faciliter la cession des activités parce que on les cède dans une nouvelle, dans une NewCo, donc ça reste quand même plus facile et plus facile à détourer par la suite. Ça permet aussi une intégration différée, comme je vous le disais également en introduction, c'est-à-dire que plutôt que de recevoir tout de suite tout ce personnel avec son statut collectif encore en survie temporaire dans votre propre, enfin, dans la structure d'accueil, eh bien, ça laisse un temps nécessaire à purger tous les statuts collectifs, donc la période des 18 mois. Et donc de procéder à une harmonisation progressive des statuts, qu'ils soient individuels et collectifs des salariés. Voilà, donc on peut comme ça analyser l'ensemble des statuts des salariés, du vendeur et de l'acquéreur, procéder même à une négociation collective au besoin, et pourquoi pas, parce que ça peut s'avérer nécessaire aussi, lorsque par exemple certains bonus ou certains avantages de retraite, par exemple, sont contenus dans les contrats de travail, pourquoi pas d'harmoniser les contrats de travail, euh, donc de procéder à des signatures d'avenants au contrat de travail pour éviter à terme, lorsque les deux structures, éventuellement la NUCO et la structure de l'acquéreur, fusionneraient, pour éviter eh bien, les différences de traitement et surtout d'avoir à mettre en œuvre du licenciement économique parce que le salarié ne voudrait plus modifier son contrat de travail à ce moment-là. Alors, focus maintenant sur le timing. Donc, c'est important d'abord d'analyser, comme vous l'avez vu. Enfin, c'est vraiment, là, je dirais, une synthèse un peu de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Donc, il faut d'abord analyser les éléments corporels et incorporels de l'actif pour savoir si on a bien une entité économique autonome, l'existence de cette finalité économique propre, l'existence d'une autonomie d'organisation. Si tous ces éléments sont réunis, on a bien une entité économique autonome. Auquel cas, eh bien, on passe à la deuxième rubrique qui est l'organisation. Organiser les modalités de poursuite de l'activité après le transfert, sachant qu'effectivement, dans les modalités de poursuite de l'activité, vous allez potentiellement avoir, enfin, en tout cas, l'acquéreur a la possibilité de jouer à la marge un peu, mais de jouer sur la qualité, enfin en tout cas sur l'existence de cette entité économique autonome. Ensuite, bien évidemment, identifier les salariés clés, analyser les contrats de travail, les 12 derniers bulletins de salaire, ça c'est important, parce que ça vous permet de vraiment comprendre et reconstruire toute la politique de rémunération. Les CV et un point qui est souvent à côté duquel on passe très souvent et qui est quand même un point très important côté acquéreur, qui est celui de l'ancienneté sur le poste. Parce que la tentation pourrait être grande pour le vendeur au moment où il choisit ses salariés clés, ceux qui vont être affectés à l'activité, de garder les bons éléments et de placer sur le poste en question quelqu'un qui n'est pas forcément l'expert du sujet. Et donc, demander l'ancienneté sur le poste, ce sera un bon indicateur pour en tout cas l'acquéreur, de comprendre si ce qu'on si ce qu'il rachète est vraiment viable ou pas. Donc ça, c'est vraiment un indicateur clé. Donc, les salariés protégés, comme je vous le disais également, qui sont concernés par le transfert, et préparer les demandes d'autorisation à la DRITS. Alors, sur ce sujet un peu particulier, peut-être un petit retour sur l'expérience. Généralement, lorsque on fait partie d'un grand groupe
et que ce groupe décide d'externaliser une activité accessoire, vous ne serez pas surpris d'apprendre que généralement la DRITS refuse la demande de transfert, enfin l'autorisation de transfert, ce qui veut dire que pour l'acquéreur, il faudra pallier à cette absence et donc recruter des nouvelles personnes. Anticiper, ça rejoint ce point-là, hein, puisqu'on doit anticiper les besoins humains et financiers qui sont liés à la transition. Puisque lorsque vous récupérez le carve-out, il est possible que vous récupériez des salariés dédiés, mais que vous n'ayez pas forcément tout le personnel d'encadrement nécessaire. Donc, quand vous faites un asset deal et que vous avez chez vous, parce que l'acquéreur a chez lui les managers et les encadrants nécessaires, ce n'est pas un problème. En revanche, lorsque c'est une NewCo, pour qu'elle puisse continuer à fonctionner en stand-alone, ça va être un peu compliqué si on ne fait pas, quelques recrutements ou si on ne met pas à disposition certains salariés euh, du groupe éventuellement de l'acquéreur. Voilà, donc ce que je vous disais, hein, les besoins, il faut anticiper les besoins humains et financiers de la future organisation en stand-alone et aussi, et ça se fait généralement très en amont, comme je vous le disais au début, la tentation pourrait être grande côté vendeur de mettre dans le package du détourage, du carve-out, des salariés qui finalement auraient peut-être dû rester ou dont le pourcentage d'activité était peut-être moindre par rapport à ce qui est affiché. Euh, et là, il peut y avoir des besoins de licencier. Et donc, ces licenciements, comme ils ne peuvent pas avoir lieu avant le transfert, en tout cas pour des motifs économiques, ils ne peuvent pas avoir lieu avant le transfert, eh bien, ils seront effectués juridiquement, en tout cas, par le cessionnaire une fois le carve-out réalisé. Bien évidemment, ces sujets s'anticipent un petit peu quand on en a la possibilité, hein, parce que parfois on découvre les choses une fois qu'on en a fait l'acquisition, et notamment quand c'est un share deal, puisque comme je vous le disais, c'est piloté vraiment beaucoup plus par le vendeur. Mais lorsqu'on en a l'opportunité ou la possibilité, il y a des cas dans lesquels, dans le prix du carve-out, on anticipe un chiffrage des coûts qui seront inhérents nécessairement à la reprise euh, de l'activité par l'acheteur, qui lui-même peut avoir déjà ses propres ressources et qui n'a pas nécessairement besoin de garder deux effectifs dédiés, alors même qu'il pourra mutualiser chez lui. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent s'anticiper dès le début et qui peuvent, alors même que c'est bien l'acheteur qui va mettre en œuvre et qui va juridiquement, c'est à lui que va incomber toute la responsabilité juridique et même financière, mais il peut l'anticiper et le refléter en amont dans le cadre du prix qui sera négocié pour le carve-out. Voilà. Une cartographie, comme je vous le disais, des instances également représentatives post-session pour savoir quel sera le sort des mandats. En général, comme je vous le disais, il est rare que les mandats continuent après, sauf à ce que l'acheteur veuille garder une entité complètement autonome qui va se gérer, y compris d'un point de vue RH, où là, on aura bien un établissement autonome et donc les représentants de cette activité qui est carve-outée vont pouvoir rester à l'identique dans un périmètre qui restera celui du CSE, ou bien, si on devra, ce qui est généralement le cas, procéder à de nouvelles élections, soit dans la nouvelle entité, si on fait un share deal, soit, y compris, pourquoi pas, tout dépend de ce qui va se passer, dans l'entité qui va accueillir les salariés. Voilà. Le coût de l'harmonisation également, à anticiper des statuts collectifs, ça on en a parlé, c'est toute la partie dénonciation. Comme vous le savez, il est possible que les statuts ne soient pas les mêmes. Ils seront dénoncés, soit de manière automatique si c'est des accords collectifs, soit parce que vous allez dénoncer, parce que l'entreprise va dénoncer les usages et les engagements unilatéraux. Donc ça, c'est l'article 2261-14 du Code du travail. Mais ça, bien évidemment, ça impacte aussi nécessairement d'un point de vue financier. Il faudra le chiffrer en faisant vraiment les tableaux de comparaison entre le statut
du cédant, du cessionnaire, et arriver à quelque chose de viable et, si possible, avec un impact financier le moins élevé possible. Enfin, la dernière rubrique, on en a déjà parlé aussi, mais comme ça vous permet d'avoir une slide un peu synthétique de l'ensemble des obligations et des impacts sociaux, l'information consultation du CSE sur un mois et l'information individuelle des salariés au titre de la loi Hamon sur la cession du fonds de commerce ou la cession des titres de l'entreprise. Voilà. Alors, les intérêts antagonistes, là, je vais passer très rapidement parce que je vois qu'il est déjà très tard. Et on va passer, donc ça, mais de toute façon, je crois que vous aurez la présentation, donc vous pourrez le regarder. C'est vraiment d'un point de vue très business. Les intérêts pour le vendeur, les intérêts pour l'acquéreur, mais vous verrez que alors business et aussi sur la partie opérationnelle sociale, hein. Dans un cas, veiller à ce qu'il y ait le plus de salariés possible en direct, notamment, qui soient compris dans le carve-out. Et de l'autre côté, attention, nous on fait attention quand on est acquéreur à ne pas avoir trop de personnel indirect pour éviter effectivement les doublons et donc à terme les réorganisations et les licenciements économiques. Voilà. Donc le transfert volontaire, c'est vraiment eh bien, lorsque il n'est pas possible de procéder à un transfert obligatoire, impératif, parce que les conditions du 1224-1 ne seraient pas remplies, soit parce qu'on n'aurait pas euh, réussi à qualifier une entité économique autonome, soit au point de départ, soit au point d'arrivée. Et dans ce cas-là, eh bien, on est dans une zone vraiment grise où on ne peut pas forcer le transfert des contrats de travail. Et dans ce cas-là, il y a une alternative qui existe, qui est celle du transfert volontaire des contrats de travail, des transferts qu'on appelle conventionnels aussi. Dans ce cas-là, il faut un accord express, bien évidemment, du salarié. Il faut le formaliser dans le cadre d'un accord qui sera un accord tripartite de transfert, négocié entre la société, donc le vendeur, l'acheteur et le salarié, avec un nouveau contrat de travail qui est joint. Et bien évidemment, alors ça c'est d'un point de vue individuel, il n'y a pas de transfert obligatoire, donc il faut un transfert volontaire de la part du salarié. L'avantage, c'est que lorsque vous n'avez pas de transfert obligatoire, eh bien, il n'y a pas non plus de statut collectif qui reste rattaché même de manière temporaire aux salariés, puisque vraiment c'est une décision individuelle de changer d'employeur finalement. Donc comme il change d'employeur, on n'a plus toutes ces problématiques d'harmonisation des statuts collectifs et de maintien des avantages liés aux usages et aux engagements unilatéraux. En revanche, bien évidemment, ce salarié, il faut un peu le motiver, puisque aujourd'hui, il est dans une entreprise et qu'il y a toujours une partie de difficulté au changement. Et pour l'aider dans cette acceptation du changement, en général, on essaye quand même de maintenir certaines conditions et pour le coup, de manière contractuelle. Ce qui peut poser aussi des problèmes à terme, en termes d'égalité de traitement avec les salariés qui, eux, sont déjà implantés. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt sur des avantages très ponctuels au début, donc soit une prime de transfert, plus communément appelée un welcome bonus. Voilà. Et enfin, la question qui est importante, et vous allez voir, quelle est l'équipe qu'il vous faut pour mener un carve-out? Bien évidemment. Alors, premier élément important, hein, je vous l'ai dit, c'est un projet complexe, vous l'avez vu, pas que d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue juridique, opérationnel, financier. Donc, la première chose, c'est vraiment préserver la confidentialité sur toute la durée du processus, continuer à gérer le business as usual, pour éviter de perdre la valeur, et donc essayer de circonscrire l'opération sur un timing assez court. Donc ça signifie bien évidemment avoir des consultants spécialisés en stratégie, manager de transition, puisque, et là vous avez vraiment tout votre rôle à jouer, puisque vous allez pouvoir aider dans
ces manques parfois de management, puisque quand on récupère le carve-out, on peut parfois récupérer les salariés, mais qu'ils ne sont pas forcément managés. Donc ça peut être un point vraiment important. Et puis, tous ces intervenants, hein, que ce soit donc le manager de transition, avocat, banquier d'affaires ou autre conseil stratégique, l'idée, c'est de mettre en place un comité de pilotage pour anticiper pour chaque chantier et surtout veiller à ce que chaque chantier ait bien conscience des enjeux de l'autre chantier, sachant vraiment que le chantier social est un des chantiers les plus importants parce que quand vous récupérez une activité, dans le cadre d'un carve-out, vous récupérez surtout des personnes. Et donc, il faut vous assurer que ces personnes soient cohérentes avec l'organisation qui était en place, mais surtout que ces personnes sont cohérentes aussi dans l'organisation que l'acheteur envisage. Et d'où l'importance d'avoir les profils des personnes, leur CV, leur ancienneté sur le poste, pour comprendre un petit peu comment tout ça va s'intégrer une fois le carve-out réalisé. Voilà. Un point également important sur la gestion des hommes, c'est vraiment lever les inquiétudes pour éviter les éventuels fantasmes, que ce soit dans un sens ou dans un autre, hein, c'est-à-dire on va se faire, pour les salariés qui sont transférés, soit on va pouvoir, on va être complètement, on va perdre tous nos avantages, soit pour les salariés qui récupèrent soit pour les salariés pardon, de l'acheteur, de se dire bah, on va faire levier avec cette opération et on va comme ça augmenter notre statut collectif. Voilà. Et bien évidemment, les salariés clés. Voilà pour la présentation des aspects un peu juridiques et sociaux du carve-out. Merci beaucoup, Anna-Christina. Alors, c'était très, très complet, très riche, très passionnant. Alors, on a pas mal de questions qui nous sont parvenues, donc je laisse la parole à Maëlle, sachant que nous avons 9 minutes. Oui. Donc, éventuellement, nos auditeurs te contacteront ensuite par mail ou sur LinkedIn Bien sûr. pour te poser leurs questions si nous n'avons pas pu y répondre. À toi la parole, Maëlle. Oui, merci Anna-Christina. Alors la première question posée, c'est le terme de carve-out s'applique-t-il au cas de transfert hors France? Et si oui, quelle obligation en termes social, juridiques? D'accord. Hors France, hein, c'est bien ça? Oui. Oui. Alors oui, effectivement, le carve-out, c'est tout simplement un transfert partiel d'activité et d'actifs. Donc oui, ça s'applique dans tous les pays, mais comme je l'avais, alors je l'ai un petit peu expliqué, pas nécessairement avec les mêmes enjeux, ni avec les mêmes obligations d'un point de vue social, puisque au niveau européen, on a une directive qui nous dit que lorsqu'il y a un transfert d'activité, les salariés, normalement, on doit leur laisser le choix, soit de partir avec l'activité transférée, soit de rester dans leur entreprise. Nous, en France, on a pris un parti, enfin, la transposition de cette directive est beaucoup plus stricte. On oblige au transfert des salariés. Donc, ils n'ont pas le choix, les salariés. Il y a une obligation. Mais oui, bien évidemment, il y a des carve-out qui s'opèrent parce que parfois les activités, elles sont transnationales. Et moi, vous voyez, typiquement, un de mes premiers transferts, c'était il y a quelques années maintenant, concernait 18 pays dans le monde, puisque Valeo avait décidé de carve-outer, donc de céder son activité de serrure mécanique. Vous voyez, donc cette activité, elle se retrouvait dans 18 pays dans le monde. Et donc, il a fallu, dans ces 18 pays, et là, il a fallu des avocats dans chacune de ces juridictions pour anticiper un petit peu quels étaient les impacts, les conséquences, et surtout définir, parce que ça avait été vraiment important, définir les besoins en termes de management de transition à l'époque, et définir également les besoins en candidats nouveaux, en postes nouveaux à recruter. Voilà. Donc oui, le carve-out, c'est bien une opération transnationale. Merci. On nous pose également l'identification des personnels clés laisse une marge d'appréciation. Pouvez-vous rappeler les points de vigilance légaux sur le sujet et les voies éventuelles de recours? Alors, la première chose pour être sûr d'avoir, alors si on parle de personnel clé, il y a deux types de personnes clés, hein. Il y a les personnes clés au sens de manager, dirigeant.
ou bien les personnes clés parce que ce sont celles qui sont sur les postes en tant que telles. Donc, dans une opération de carve-out, finalement, la définition de personnes clés, elle est beaucoup plus large que dans une opération de M&A classique, où là, on va revoir vraiment les dirigeants, les managers. Là, j'ai envie de dire que bah, tout personnel est un personnel clé parce que ce qu'il faut identifier impérativement, et c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté dans ma présentation, c'est veiller à ce que cette personne soit bien la personne qui était en poste depuis longtemps. Et donc que c'est une personne qui connaît le sujet et qui va pouvoir continuer à développer celle-ci. Parce que moi, je vois souvent des carve-out et c'est vrai que je demande régulièrement l'ancienneté. Et quand on nous donne l'ancienneté, généralement, on nous donne l'ancienneté du salarié général dans l'entreprise. Et moi, j'insiste, et je sais que parfois c'est un peu compliqué pour avoir l'information, mais j'insiste pour avoir pour chaque salarié, donc dans l'organisation, on n'a pas toujours les noms, parce que parfois c'est tellement confidentiel qu'on n'a pas toujours les noms, mais à minima, on a le poste et l'ancienneté sur le poste. Moi, je veux l'ancienneté dans l'entreprise et l'ancienneté sur le poste. Et ça vous permet de déterminer si vraiment la personne est clé ou pas. Et si vous avez des anciennetés très faibles sur les postes, attention, warning, c'est qu'a priori, on est peut-être en train de vous envoyer des salariés qui ne sont justement pas les salariés clés et qui sont des salariés dont le vendeur veut au contraire se débarrasser. Merci. On a également donc le carve-out qui est une alternative au licenciement économique. Et donc, on nous pose la question, c'est donc l'acheteur qui devra faire la réduction d'effectifs? Oui. Alors, oui, c'est l'acheteur qui va devoir faire la réduction d'effectifs, bien évidemment, mais comme je vous le disais, c'est un sujet qui peut être anticipé financièrement. Moi, j'ai souvent eu ça, c'est-à-dire que avant même de procéder au transfert, on se met ensemble justement, une fois qu'on a défini les personnes clés ou pas clés, on sait que éventuellement, par rapport même à notre propre organisation, enfin à l'organisation propre du repreneur, il sait que lui, il a déjà un directeur marketing, que ce directeur marketing, ou bien il a déjà un RRH, ou bien il a déjà, vous voyez, ça va concerner plus particulièrement souvent les personnes des fonctions support. Donc pour celle-là, il faut vraiment veiller à être très attentif. Et pour ces personnels-là, il est possible d'anticiper en amont en disant, bon, écoutez, voilà, moi j'ai déjà, ou l'informatique par exemple, moi j'ai déjà telle et telle personne, j'aurais pas besoin d'une personne, enfin, ok pour deux, mais pas trois. Donc, on se met d'accord, on chiffre le coût lié à ce licenciement. Et c'est ce coût-là qui est reflété, qui est déduit finalement du prix, parce qu'on sait que finalement, c'est l'acheteur qui va devoir mettre en œuvre juridiquement, mais on lui donne finalement l'argent pour veiller à ce licenciement en amont au travers du prix, d'une réduction de prix. Alors, je pense que j'ai le temps d'en poser encore quelques-unes. Si plus de 10 salariés refusent le transfert, faut-il mettre en œuvre un PSE? Alors, il faut déjà savoir pourquoi ils refusent et s'ils peuvent refuser, parce qu'il y a un point qui est vraiment important, c'est que chez le vendeur, hein, une fois qu'on a défini le carve-out, dès lors qu'il y a une entité économique autonome, personne ne peut refuser le transfert, ni le cédant, ni le cessionnaire, et encore moins le salarié. Donc, il est censé être transféré. Ensuite, le salarié peut contester. Il va devant les tribunaux. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu du carve-out, il vient de là. C'est que vous l'aurez compris, les périmètres, les définitions, les notions sont tellement larges, tellement floues, que ça laisse quand même un pouvoir d'interprétation assez fort pour le juge. Et que, effectivement, le salarié qui n'est pas content, qui va devant le conseil de prud'homme, il a quand même des moyens, enfin, il y a quand même pas mal de ficelles, entre guillemets, pour essayer de faire tomber l'entité économique autonome et donc de dire que tout ça a été frauduleux et qu'il n'aurait jamais dû être transféré, mais qu'il aurait dû, dans ce cas-là, être licencié pour motif économique. Mais en soi, il ne peut pas l'imposer avant le transfert. Avant le transfert, il ne peut pas y avoir de licenciement pour motif économique sur la période, je dirais, il y a une période
c'est pas comme en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire, mais il y a quand même une période des 6 mois qui précèdent. Il reste quand même une période un peu d'attention. Et si des licenciements sont prononcés avant cette période-là, c'est quand même problématique. Donc, il ne peut pas s'y opposer. En revanche, une fois qu'il est transféré, bah là, éventuellement, oui, son licenciement sera prononcé par l'acheteur. Très bien. Et je vais poser une dernière question. Quel est le délai pour un salarié transféré pour revenir dans son entreprise d'origine? Alors ça, il n'y a pas de délai. Puisque, en fait, normalement, le salarié, une fois qu'il est transféré, bah, il est transféré définitivement, puisque c'est pas une mise à disposition. Vous voyez, aujourd'hui, on considère finalement que le contrat de travail il est rattaché à une activité. Ce qui a permis de recruter cette personne, c'est que l'entreprise avait besoin d'elle pour cette activité particulière. Si cette activité est cédée à un autre, eh ben, on va considérer que cet autre doit nécessairement reprendre le contrat qui était attaché à cette activité-là. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de possibilité de choisir. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Alors, merci beaucoup encore une fois, Anna-Christina. Alors, vous retrouverez ce replay sur notre chaîne YouTube Delville Management et nous annoncerons ce replay sur notre page LinkedIn Delville Management. Donc, je vous invite à nous suivre. Merci pour votre écoute et je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine Delville Academy. En attendant, passez une très belle journée. Bye bye à tous. Au revoir. Merci à tous.